Ce pays très apprécié de la communauté internationale et gros producteur de pétrole a fait la une de l'actualité il y a 2 ans à l'annonce du décès de son dirigeant, le sultan Qaboos. Le sultan Qaboos dirigeait ce pays depuis plus de 50 ans. Le sultanat d'Oman étant une monarchie absolue, la mort du sultan signifiait une refonte totale du paysage politique et des grandes orientations du pays selon les souhaits de la nouvelle génération régnante. Aujourd'hui, c'est Haytham bin Tariq, fils du feu sultan Qaboos, qui a pris les rênes du pouvoir. Alors même si on en entend peu parler, le sultanat est situé sur l'une des voies navigables les plus importantes au monde. Qui plus est, il se trouve précisément à un goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Chaque jour, ce sont plus de 18 millions de barils de pétrole, soit un tiers du trafic pétrolier maritime mondial, qui le traverse d'est en ouest. Ce détroit est gardé par 2 pays, l'Iran au nord et Oman au sud. Et l'Iran n'est pas le seul acteur avec lequel doit composer Mascate, la capitale omanaise. Il y a aussi la présence saoudienne, l'autre puissance régionale, et aussi une frontière terrestre avec le Yémen, un pays en proie à la guerre civile. Autant vous dire que la paix n'est pas un confort mais une nécessité dans cette zone. L'Iran saisit un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz alors que les tensions escaladent. On laisse de côté un instant la proximité avec des puissances rivales entre elles, on se penche sur le lien entre le pouvoir et la religion à Oman. Bien qu'elle soit une théocratie, la société omanaise est étonnamment moderne et tolérante. Pour vous donner un élément de comparaison, on va vous parler de 2 événements distincts survenus en 2002. Dans la ville saoudienne de La Mecque, un incendie a ravagé une école pour filles. Les policiers ont stoppé net les efforts des pompiers saoudiens pour sauver une quinzaine de filles qui, dans la confusion et la précipitation, avaient perdu leur hijab. Vous comprendrez. Elles ne peuvent pas être vues à l'extérieur avec leurs cheveux à l'air libre. Du coup, les autorités policières ont jugé préférable de les laisser brûler vives. À Oman, c'est un peu plus libéral. Il est en fait interdit aux femmes de porter un niqab au volant ou lorsqu'elles exercent certaines professions. Un autre exemple, c'est que les Omanaises ont obtenu le droit de vote en 2002 en même temps que leurs homologues masculins. En Arabie Saoudite, il aura fallu attendre 2015. 2 poids, 2 mesures. En fait, Mascate s'est toujours efforcé, selon les désirs du sultan régnant Qaboos, d'entretenir des liens cordiaux avec la communauté internationale. Le sultanat ne s'est mêlé à aucun conflit, une sorte de Suisse moyen-orientale, sauf qu'ils sont pas aussi riches. Oman est ce qu'on appelle un pays à revenus intermédiaires, et du fait des vastes ressources naturelles de ses voisins, Oman est le 2e pays le plus pauvre de la région. Alors quels sont les enjeux autour du sultanat d'Oman et quels défis attendent le nouveau sultan? Avant qu'on y réponde, j'ai un mot à vous dire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, la chaîne est très jeune. Vous êtes tous en mesure de la faire grandir. De notre côté, on souhaite qu'elle se développe assez pour en faire notre job. Ça serait super si vous appuyez sur le bouton bleu ou rouge si vous n'êtes pas content avec notre travail et que vous laissiez un commentaire. Ainsi, on apprendra à vous connaître et on pourra vous proposer du contenu toujours plus juste, tandis que l'algorithme YouTube pousse notre contenu au plus grand nombre. Le parcours est facile à formuler, l'objectif dur à atteindre. Plus de followers, plus de ressources et de temps à disposition, plus de thèmes. Merci. Allez, on reprend. La 5e roue de l'islam. Pour parler de politique au Moyen-Orient, il faut d'abord comprendre ses clivages religieux. Pour résumer, il y a 2 grandes branches de l'islam. Il est surreprésenté parmi les pays musulmans. On estime que 85% des musulmans dans le monde sont sunnites. Ensuite, on a l'islam chiite qui est majoritaire dans uniquement 4 pays. L'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan et le Bahreïn. Après, on trouve des minorités chiites assez conséquentes au Pakistan, en Inde, au Yémen, en Arabie Saoudite, au Liban et en Afghanistan. L'islam sunnite et l'islam chiite sont source de discorde. La guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran trouve ses racines dans cette rivalité religieuse, ou tout du moins c'est le discours officiel parce qu'on se doute bien qu'il s'agit avant tout d'une lutte d'influence et d'intérêt économique. Ceci dit, il y a une nation qui n'est ni chiite ni sunnite, Oman. Dans le sultanat, la religion majoritaire, c'est l'ibadisme, le 3e courant de l'islam. On estime que ce sont environ 5 millions de fidèles qui pratiquent l'ibadisme dans le monde et qu'ils représentent entre 50 et 60% de la population omanaise. La religion majoritaire d'Oman, c'est l'ibadisme. Ça a son importance. Les sunnites et les chiites ont tendance à considérer tous les autres comme des koufars, des hérétiques ou des infidèles. La rivalité entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite serait l'une des causes de la fracture au Moyen-Orient. Du coup, c'est une excuse idéale pour promouvoir ses intérêts propres, l'Iran soutenant les Houthis chiites au Yémen et l'Arabie Saoudite les groupes terroristes sunnites en Syrie. Après, c'est pas une règle qui s'applique systématiquement. L'Iran par exemple soutient le Hamas sunnite, le régime syrien alawite de Bachar al-Assad ou encore l'Arménie chrétienne en lieu et place de l'Azerbaïdjan chiite. À Oman, la pratique de la religion ibadite est un peu plus tolérante et sereine. Les discours radicaux n'y trouvent pas écho. La religion n'est pas un point clivant. En plus, contrairement aux sunnites et aux chiites qui croient que le monde musulman a besoin d'une autorité centrale pour régner dessus, l'ibadisme n'a aucune croyance expansionniste. Finalement, les ibadites ont 2 doctrines, le conservatisme et la tolérance.
Les observateurs britanniques de la domination omanaise en Afrique de l'Est ont déclaré que les ibadis sont les moins fanatiques et les moins sectaires de tous les musulmans. Ils s'associent ouvertement avec des personnes de toute confession et prient avec des musulmans sunnites. L'action hostile est réservée à un type de personne, le dirigeant injuste qui refuse de s'amender ou d'abandonner son pouvoir. Valerie Hoffman, professeur d'études islamiques à l'université de l'Illinois. Alors comment peut-on allier tolérance et conservatisme? Déjà, il faut comprendre que les Omanais viennent de loin. Jusqu'au XXe siècle, la société omanaise était un tantinet rétrograde. Les Omanais étaient tellement attachés à la tradition que les objets modernes comme les parapluies et les lunettes de soleil ont longtemps été interdits. Alors comment passe-t-on de la plus rétrograde à la plus ouverte des sociétés islamiques? Mieux vaut tard que jamais. En 1932, Saïd bin Taimour hérite du sultanat de Mascate et d'Oman. C'était ainsi que le pays s'appelait alors. Comme Freud l'avait prédit, il faut souvent aller voir du côté de l'enfance. L'éducation du prince Taimour a exclu tout élément considéré comme non conforme au principe de l'islam. Tout élément de modernité était alors perçu comme tel. Arrivé à maturité et donc au pouvoir, il fit interdire les choses suivantes. Ayez patience. La musique, les films, le chant, la danse, la photographie, les lampes de poche, les parapluies, les vêtements occidentaux, les lunettes de soleil et la production et l'usage de l'électricité elle-même. Posséder un vélo nécessitait la délivrance d'un permis. Quiconque souhaitait voyager à l'étranger devait obtenir l'autorisation du sultan. Fumer du tabac était passible de flagellation. Et puis il faut dire ce qu'il en est. Les anciennes puissances coloniales de la région s'y sont peu intéressées vu qu'on a trouvé du pétrole qu'à partir de 62. C'est 25 ans après l'Arabie Saoudite. Oman n'a donc pas connu le même boom économique. La stabilité du sultanat n'a pas non plus toujours été de mise. Le pays a connu 2 guerres civiles en moins de 2 décennies. En 51, Oman a perdu son statut de protectorat britannique et a de ce fait acquis son indépendance. Mais les Britanniques n'étaient pas disposés à céder si facilement le contrôle de ce pays. Ils se doutaient bien que les sols omanais regorgeaient de pétrole, même s'ils n'avaient pas encore été localisés. La couronne britannique a donc apporté son soutien au monarque Saïd bin Taimour, le sultan ultra-conservateur qui a autorisé la compagnie British Petroleum, entre autres, de prospecter le territoire national. Un soutien qui comptera pour beaucoup 3 ans plus tard. En 54, certaines régions intérieures d'Oman, soutenues par l'Égypte et l'Arabie Saoudite, se sont rebellées contre le sultan. C'est ainsi qu'a débuté la guerre du Jebel Akhdar. Un conflit qui a duré jusqu'en 59 et dont est sorti victorieux le sultan Saïd bin Taimour, soutenu par l'armée britannique. Mais la paix qui s'ensuivit a été de courte durée. Seules 4 années se sont écoulées avant qu'on éclate la seconde guerre civile. Cette fois-ci, ce fut une rébellion marxiste qui prit racine dans le sud du pays. Le contentieux, l'indépendance de la région du Dhofar dans le sud d'Oman. Ils étaient notamment soutenus par la Chine, l'URSS et certains membres du mouvement socialiste pan-arabe. En plus du Royaume-Uni, l'Iran aussi est intervenu pour aider le sultan d'Oman à vaincre les insurgés. Une alliance pas si étonnante car à l'époque, l'Iran était encore gouverné par le Shah, un allié de l'Occident. Cette seconde guerre civile causa la mort de 700 soldats iraniens, d'où les relations cordiales entre le sultanat et la République islamique aujourd'hui. Mais l'autre allié de longue date, le Royaume-Uni, finit par se retourner contre le sultan. Son fanatisme religieux n'était pas tant le problème. En revanche, Londres était inquiet de l'instabilité politique du sultanat qui venait de traverser 2 guerres civiles. La couronne britannique décida alors qu'il était temps d'installer un dirigeant avec plus de poigne. Ainsi, en 70 fut organisé un coup d'état sans effusion de sang et soutenu par les Britanniques. Son successeur, son fils Qaboos bin Saïd. Encore une fois, tout coquet, mi-fili. Contrairement à son père, Qaboos bin Saïd a reçu une éducation occidentale. Il a fait ses études au Royaume-Uni et a même servi au sein de l'armée britannique. Il a assumé le rôle de majesté à seulement 29 ans. Sous son règne, Oman vécut une transformation splendide. Il fit abroger toutes les restrictions abusives que son père avait imposées et fit abolir l'esclavage. Le sultanat d'Oman devint alors l'avant-dernière nation au monde à le faire, suivi une décennie plus tard par la Mauritanie en 81. Par contre, n'allez pas croire que l'esclavage a disparu, il a juste mué. L'esclavage moderne, c'est le travail et la prostitution forcée et la traite d'êtres humains. Ce sont presque 50 millions de personnes qui sont concernées par cette tragédie. On revient au sultanat, qui au début des années 70 était dans un piteux état. Le taux de mortalité infantile était de 75%. La malnutrition était endémique, seules 3 écoles étaient ouvertes, le taux d'alphabétisation était de 5% et il n'y avait que 10 km de routes goudronnées. Aujourd'hui, les parapluies et les lunettes de soleil sont autorisés et l'homosexualité n'est passible que de 3 ans de prison, ce qui est déjà pas mal en soi dans une théocratie islamique. D'ailleurs, personne n'ignorait que Qaboos était gay, grand bien lui fasse. Et on n'est pas au bout de nos surprises. La gente féminine représente environ un tiers de la main d'œuvre et l'apostasie a été dépénalisé. Pas mal quand on sait que les voisins d'Oman exécutent encore ceux qui renoncent à la religion. En plus, le taux d'alphabétisation du pays est maintenant de 95%.
Le développement économique reflète ces progrès ou l'inverse. Lorsque le sultan Qaboos est arrivé au pouvoir, le PIB par habitant était de 354 $ d'aujourd'hui. En 2019, donc avant la pandémie, le PIB par habitant du sultanat d'Oman est de 19 000 $. C'est pas mal, mais c'est loin derrière le PIB saoudien, 23 000 $ et surtout qatari, 62 000 $. Pour référence, en France, le PIB par habitant en 2019 était de 40 500 $. Oman est donc le deuxième pays le plus pauvre de la péninsule devant le Yémen, un pays en proie à une affreuse guerre civile. Alors maintenant que le sultan Qaboos n'est plus, qu'est-ce qui attend le sultan Haytham bin Tariq? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Une amitié intéressée. Les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite semblent pouvoir résister à toute épreuve. Même le meurtre de Khashoggi n'avait pas suffi à ternir outre mesure l'alliance entre ces deux pays. Mais cette amitié n'a pas toujours été aussi évidente. Durant la majeure partie du XXe siècle, les Saoudiens et les États-Unis étaient rivaux. Alors oui, les Saoudiens vendaient leur pétrole aux USA, mais se heurtaient constamment au plus grand allié de l'Occident dans la région, Israël. Ainsi, Riyad finança durant plusieurs décennies des organisations terroristes anti-israéliennes et anti-occidentales. Pendant ce temps-là, Oman était très conciliant. Déjà, pas d'hostilité apparente entre le sultanat et l'État hébreu. En plus, Oman a accueilli de nombreuses bases militaires états-uniennes sur son sol avant que ça ne devienne une tendance dans la région. Mais Oman compte aussi un ami encombrant, ou pas, parce que potentiellement, le sultan dispose d'un accès privilégié pour établir le dialogue et faire ainsi office de médiateur ou pour faire passer des messages quand les autres canaux semblent bloqués. L'Iran et Oman soulignent le renforcement des relations bilatérales. Oman est l'un des plus fidèles alliés de l'Iran dans la région. Le sultan Qaboos s'est assuré que soit honorée tous les ans la mémoire des 700 soldats iraniens qui ont perdu la vie dans la seconde guerre civile qu'a traversé le pays dans les années 60. De bonnes relations qu'Oman entretint même lorsque survint la chute du Shah en 79, à tel point que depuis, les marines militaires des deux pays ont réalisé des exercices conjoints. Ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas ici d'une loyauté aveugle et de bons sentiments. Le sultanat d'Oman a conscience qu'il se situe dans une zone critique pour le commerce maritime mondial. La proximité avec l'Arabie Saoudite et l'Iran pousse Mascate à faire preuve de retenue et trouver le point d'équilibre pour ne pas heurter l'une des deux puissances régionales. Une doctrine que le sultanat avait déjà appliquée avec l'Irak, même durant la première guerre du Golfe dans le sillage de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Oman a compris que sa survie tient à sa bonne entente avec toutes les puissances de la région. Du fait de son emplacement privilégié, que d'autres verraient comme un cadeau empoisonné, nombreux États souhaiteraient soumettre le sultanat pour pouvoir ensuite contrôler le détroit d'Ormuz. Suffit de regarder ce qu'il s'est passé avec le Qatar en 2017. L'émirat qatari a longtemps soutenu des groupes terroristes comme par exemple les Frères musulmans. Et la provocation de trop, c'est lorsque Doha a commencé à soutenir des groupes pro-iraniens. Le déclic qui a provoqué un embargo commercial brutal par l'Arabie Saoudite et ses alliés et dont s'en est sorti miraculeusement le Qatar. Oman se tient donc à l'écart de tout acte d'ingérence ou de toute polémique qui pourrait entraîner une mise à l'écart, une ostracisation par ses voisins. Un autre exemple de cette diplomatie de la discrétion, c'est la guerre civile au Yémen avec qui Oman partage une frontière. Mais au lieu de soutenir l'un des deux camps, Oman se contente de sécuriser sa frontière et de fournir une aide humanitaire. Oman est un acteur important de la diplomatie régionale et se prévaut d'avoir pu accueillir une partie des négociations du plan d'action global commun, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien. Le sultanat est en mesure d'intervenir dans les situations où tout compromis semble impossible. Oman paye une caution d'1 million de $ pour libérer des randonneurs états-unéens. 2 randonneurs états-unéens qui avaient été emprisonnés en Iran pendant plus de 2 ans ont été libérés mercredi après que le sultan d'Oman ait payé leur caution d'1 million de $. Le sultan Qaboos bin Saïd avait également payé pour la libération d'une 3e randonneuse états-unéenne, Sarah Shroud, l'année dernière. C'était principalement l'œuvre du sultan Qaboos. Le nouveau sultan, Haytham bin Tariq, a hérité d'un pays beaucoup plus riche et moderne que ne l'avait fait son père et qui, de surcroît, entretient des liens cordiaux avec tous ses voisins. Alors on imagine bien la tentation du nouveau sultan de rester les bras croisés et observer son patrimoine fructifier. La rente pétrolière est une activité lucrative. Sauf que la dépendance d'Oman à l'industrie pétrolière est stratégiquement risquée. Elle en tirait jusqu'à il y a peu 80% de ses revenus. Or, quand le cours du Brent baisse, c'est le pays entier qui est secoué. Et justement, cette baisse, elle est déjà survenue.
depuis 2014, la tendance ralentit. Sauf évidemment ces 2 derniers mois du fait de la guerre russo-ukrainienne, et c'est purement conjoncturel. La solution pour Oman, la diversification de son économie. D'où le plan Oman 2040 initié par le sultan Haitham bin Saïd. Tout comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, Oman souhaite développer ses industries de la tech, du tourisme et de l'activité portuaire. Muscat se concentre notamment sur l'Inde, que la capitale omanaise souhaite séduire en bâtissant une smart city, Duqm. Oman espère en faire une sorte de Dubaï axé sur les marchés boursiers, les incubateurs de start-up et le tourisme de plaisance. Et le sultanat manque cruellement de capital pour ses ambitions. Son ratio dette-PIB explose. Il était à plus de 80% en 2020 contre 60% en 2019 et 50% en 2018. 3 des plus grosses agences de notation, Fitch, Moody's et Standard & Poor's, ont chacune abaissé la note d'Oman à plusieurs reprises ces 3 dernières décennies. Le chômage est à un point culminant, même s'il faut relativiser, il n'est que de 3% pour une population de plus de 5 millions d'habitants avec une très forte proportion de migrants, environ 2 millions. Le plan Oman 2040 commence à porter lentement ses fruits. Son économie non pétrolière et non gazière représente à présent plus des 2/3 du PIB. Le premier magasin Ikea vient même d'ouvrir ses portes, la 5G commence son déploiement sur le territoire national et son économie reprend progressivement une trajectoire ascendante après une forte période de récession post-Covid comme l'ensemble de la planète. Il semblerait que le nouveau sultan ait réussi son pari, même si on a encore besoin de quelques années pour vérifier cette tendance. Et vous alors, quelle piste vous aimeriez suggérer au sultan d'Oman pour continuer sur cette trajectoire? Faites-nous savoir dans les commentaires et une fois de plus, merci pour votre écoute. Allez, yallah!